pense que c'est peut-être un peu une histoire familiale. Mes parents, qui étaient des gens extraordinaires, ne s'entendaient pas, ils s'engueulaient très souvent. Et je pense qu'instinctivement, ça m'a donné envie de partir, de voyager. Et quand j'étais jeune, j'étais quasiment incollable en géographie. C'était la découverte, c'était l'envie d'aller ailleurs, c'était l'envie de rencontrer d'autres personnes et de prendre la route. Voilà, c'est ça, de prendre la route. Il y avait aussi autre chose qui me passionnait totalement, mais c'est complètement lié à cette envie de voyager. C'est que quand le soir, à la tombée de la nuit, j'avais une petite radio à lampe, et j'écoutais les émissions sur ondes courtes, et je tournais, et c'était fabuleux parce que sur ondes courtes, on entendait des tas de bruits très bizarres. À la fois, d'abord, il y avait des émissions en français, mais qui étaient faites par Radio Pékin, avec des accents chinois, avec des accents russes, etc. Et ensuite, il y avait cette espèce de... C'était le vide intersidéral, et le vide qui était rempli par des bruits bizarres. Et il y avait notamment une musiquette qui revenait très, très, très souvent, c'était... Ça s'arrêtait et ça recommençait. Et ça recommençait, c'était du non-stop. Et donc je pense que toute cette fascination, tout ce mystère, c'est le mystère d'ailleurs, je ne veux pas dire de l'au-delà, mais d'ailleurs, et je pense que ça m'a beaucoup influencé. Et ça a été dans le sens où j'avais envie de partir, quoi, de voir le monde. J'adore les fanfares, regarde, j'adore les fanfares. J'ai un souvenir aussi d'avoir assisté à un concert en plein air au Canet de Cannes, où il y avait Sylvie Vartan, Richard Anthony, et ça s'est terminé en émeute. Ça s'est terminé en émeute parce que Sylvie Vartan, à un moment, elle trouvait que le son était mauvais. Elle a dit « j'arrête de chanter ». À ce moment-là, les chaises ont volé de partout, etc. Je crois qu'il y a même eu quelqu'un qui a eu un œil crevé. Et j'ai photographié ça. Je l'ai photographié, alors je n'ai pas beaucoup de photos de ça, mais ça n'a pas d'importance parce que c'était déjà, d'une certaine manière, une envie de photographier ce qui se passait autour de moi. On est en 68, j'ai travaillé 1 an, j'ai économisé mon argent, je me suis acheté 2 appareils et un billet de train pour aller sur Istanbul. Et j'ai dit « salut la compagnie, ciao la compagnie, je m'en vais ». Et j'avais quelque part un peu l'intention de ne pas revenir en France. Quand je suis retourné à Paris, donc 1 an et demi plus tard, j'ai tout développé. C'était un copain qui m'a développé les planches contact. J'ai fait des tirages. Et puis ensuite, j'ai eu les premiers contacts avec les agences de presse. Je me souviens très bien que l'agence d'Holmès Lebel était au fond d'une cour, n'était pas loin de l'ambassade soviétique. À l'époque, c'était dans le 7e arrondissement. Et je pense que
de chez Holmès Lebel, on entendait le piano qui résonnait. C'est génial, ces trucs-là. Tu vois, ça reste des images. Et toujours est-il qu'elle a gardé les photos de mon demi-tour du monde en archive et elle m'a envoyé sur des reportages. Donc ça, c'était la première, vraiment, la première rencontre que j'avais avec des gens dans le métier. C'était tout nouveau pour moi, mais c'était vachement intéressant parce que on t'envoie un peu dans le monde, dans l'univers qui est intéressé par les agences de presse. Vous savez prendre des photos, hein? Ah oui. Là, je suis photographe. Ah oui, bah c'est ça, c'est moi, vous allez... New York, c'était une espèce de rêve. J'avais lu quelques années avant, quand j'étais jeune, Manhattan Transfer de John Dos Passos, et ça m'avait beaucoup inspiré parce que c'était l'histoire de l'immigration de l'Europe de l'Est. Il y avait beaucoup de Juifs qui étaient là. Nous, on est d'origine juive polonaise, donc il y avait beaucoup de Juifs qui avaient immigré au début du XXe siècle. Et c'était absolument fascinant de savoir qu'il y avait une porte ouverte où tu pouvais aller et il se passait tellement de choses que ça m'a littéralement fasciné. J'ai travaillé dans des usines, j'ai travaillé comme serveur, j'ai fait 36 métiers différents. Je gagnais mon argent comme ça, j'avais un petit appartement que je payais pas cher et je faisais des photos dès que j'avais du temps libre. J'allais dans les rues de New York, qui était un endroit fabuleux à photographier, puis les gens ne te disaient rien du tout. Ils disaient rien, c'était, voilà, parce qu'à l'époque, eux, ils avaient déjà une culture avec la télévision privée. Ils avaient la télévision, tout le monde regardait la télévision. En France, on avait encore un monopole. Quand je suis parti, il y avait 2 chaînes de télévision dont les programmes commençaient à 19h le soir, etc. Donc il y avait une culture différente, il y avait une culture de l'image et la culture de l'immigrant aussi aux États-Unis, puisque c'est un pays d'immigration. Donc je photographiais. À Paris, j'avais fait des tirages. Quand j'allais à New York, je voulais montrer mes photos. Mes parents, qui étaient maroquiniers, m'avaient acheté un attaché-case noir. J'ai mis les tirages dans l'attaché-case. Je suis arrivé à New York, donc j'ai vu Sheila. Le père de Sheila connaissait le chef, le responsable photographique du New York Times. Sheila lui a téléphoné. Elle a obtenu un rendez-vous pour moi. Et donc, je suis allé très, très intimidé au New York Times. Je crois que c'était au 6e ou 7e étage. Et j'ai ouvert mon attaché-case. Je lui ai montré les photos. Alors lui, c'était tout à fait un WASP, White Anglo-Saxon, très, très sévère. C'était un mec sympa. Et donc, il me dit, « Well, it's not very exciting. » À New York, j'ai acheté avec ma première paye, j'avais acheté le gros livre de Cartier-Bresson, Le Monde de Cartier-Bresson, que j'ai toujours. Et je connaissais Cartier-Bresson avant, j'aimais déjà beaucoup son travail. À la Soho Photogalerie, il y avait une femme qui était un peu photographe et qui était la secrétaire de Cornel Capa.
Et il avait édité 2 livres que j'ai toujours, qui s'appelaient The Concerned Photographer, le photographe concerné, avec des photos assez célèbres ou moins célèbres de photographes de cette époque. Et elle m'obtient un rendez-vous avec Cornel Capa. C'était très très marrant parce qu'elle a forcé un peu le rendez-vous, donc il n'était pas très content. Et puis il regarde mes photos et puis il me dit bon, c'est du mauvais Cartier-Bresson. Déjà le nom, le fait qu'ils disent Cartier-Bresson, je me suis dit c'est déjà une victoire quelque part, même si je n'avais jamais cherché à imiter Cartier-Bresson. Je sortais pour photographier. C'est la balade, se promener, la promenade et la photographie. Quand tu aimes la photographie, ça marche bien ensemble. Donc voilà, donc c'était aussi une motivation, aller quelque part, et ça l'est toujours aujourd'hui. Quand je ne travaille pas, quand je ne suis pas à l'étranger, même quand je suis à l'étranger, de sortir, je sais que je vais photographier, et ça m'attire, ça me donne envie de sortir. Stanley m'avait trouvé un travail dans des hôtels dans les Catskills. C'est un endroit qui se trouve à 160 km au nord de New York, où il y a des grands hôtels. Donc j'étais serveur là parce que j'avais été viré de mon appartement. Et puis donc j'étais là, voilà, je dépensais pas d'argent. Et puis en attendant, j'avais laissé mes premières photos, mes photos que j'avais fait sur mon voyage dans le sud-est asiatique, à une agence, une petite agence. Et cette agence m'a trouvé un travail. Il travaillait avec McGraw-Hill qui faisait des livres éducatifs et des livres de langue. Ça correspondait avec le moment où l'immigration avait fait une descente dans ces grands hôtels parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient comme moi sans permis. Et on nous avait prévenus, on nous a fait tous les gens qui travaillaient aux cuisines, on nous avait fait mettre dans un bungalow annexe, un bungalow de clients. Et puis je me souviens toujours de ce moment où à 6 heures du matin, on me téléphone dans la chambre et on me dit « Alan, don't move, they're everywhere, ne bouge pas, ils sont partout, l'immigration ». Et puis et l'immigration s'en va. Et puis tout le monde vient dans ma chambre. Et on amène des petits déjeuners, des cuisines. Parmi les serveurs, il y avait un Brésilien qui avait son permis de travail. Mais il y avait aussi un autre Brésilien qui, comme moi, n'avait pas son permis de travail. Alors on se retrouve tous et à un moment donné, le Brésilien qui avait son permis dit au jeune Brésilien, si tu veux, viens avec moi dans ma voiture et on s'en va en dehors de ce périmètre. Et il me le propose aussi et je dis non. On reste, et d'un seul coup, une demi-heure après, 3/4 d'heure après, l'immigration revient. Et il cerne l'endroit où on est. Et donc, il frappe à la porte, immigration, open up, etc. Et moi, je me précipite sous un lit de camp qui était un lit annexe, avec mon premier Leica autour du cou. Et ils me trouvent à la dernière minute, ils refont un circuit, ils me trouvent, et ça correspondait avec le premier boulot que j'allais avoir par l'intermédiaire de cette agence où on allait m'envoyer, où on m'a envoyé en Amérique latine avec une liste de photos à faire, etc. Alors quand je passe en jugement à l'immigration, c'était beaucoup plus cool que maintenant. J'ai $500 d'amende à payer et 1 mois pour quitter le pays et il voulait me renvoyer en France et je lui dis, est-ce que je ne peux pas plutôt aller au Mexique? Il a dit d'accord.
sans lui dire que j'avais mon boulot. Et donc à partir de ce jour-là, je suis allé au Mexique et j'ai jamais cessé de travailler dans la photographie. Bien avec l'idée de l'élégance et avec Chantilly, parce que les images sont aussi très élégantes. Ces images du château, de la mère Marie, de l'arrivée, tout ça est extraordinaire. Il y a très peu d'endroits dans le monde qui peuvent avoir ce type d'image, à ce niveau-là de la compétition. Pour revenir au pari, on évoquait tout à l'heure le million d'euros en jeu dans le Quintet, là à l'instant. Depuis le début de la journée, on parlait du Super 4 avec 10 000 ce Quintet plus. Allez, on a un peu de temps devant nous encore, on regarde les évolutions de cotes. Qui sont les principaux favoris au niveau des cotes? Et bien, Alf, le plus joué à 6 euros, le numéro 7, monté par Alexis Pouchin. Il est plutôt régulier, il est ici à l'image, le numéro 7, il a de l'expérience. Avec nous également... C'est ringard, mais c'est drôle. C'est drôle parce que c'est ringard. Avec Maria, on va jusqu'en Terre de Feu. En revenant, on achète un journal. Et puis dans le journal, il y avait marqué qu'il allait avoir le premier anniversaire du coup d'État au Chili. Donc Maria me dit, allons-y. Donc je vais voir l'endroit où on accrédite le gouvernement. Et puis il y a un type qui me dit, mais il faut que vous ayez, c'est une carte de presse américaine, il faut que vous ayez une lettre de l'ambassade américaine. Donc je vais à l'ambassade américaine qui me dit, si vous êtes français, il faut que vous ayez une lettre de l'ambassade de France. Je vais à l'ambassade de France qui me dit, mais c'est une carte de presse américaine, il faut que ce soit les Américains qui vous donnent la lettre. Et entre-temps, j'avais envoyé un telex au bureau de Sigma à New York, donc je les avais rencontrés avant. Et puis je leur avais dit, voilà, je suis au Chili, blabla. Et finalement, j'ai été accrédité de tous les côtés. Donc ça a été vraiment mon premier reportage et qui m'a permis de travailler sans problème, alors que la situation était très tendue. Je suis Pinochet qui est dans une voiture et avec lui il y a le général Stroessner qui est le président du Paraguay et qui est le seul invité ou le seule personnalité étrangère qui a répondu à l'invitation. Il y a des policiers qui sont là mais qui me laissent travailler. Puis à un moment donné je vois cette image, je vois cette foule sur le côté gauche, et il y avait les lumières qui tombaient sur la foule, et puis il y avait les soldats chiliens qui avaient les casques, c'est pas des casques nazis, c'est des casques prussiens qui ont été immortalisés par les nazis. Et donc je fais cette photo, j'en fais pas beaucoup. Puis moi, en travail personnel, je l'ai retrouvée beaucoup plus tard en me disant, mais elle est bien cette photo. Elle est bien parce qu'elle est très explicite d'une situation qui était dramatique. Le Pinochet, c'était un régime fasciste. Tous les opposants allaient en prison, ils ont tué, etc., etc. En fait, je couvrais la guerre civile au Salvador et il y a eu les élections au Guatemala, donc je décide d'y aller. Là, je travaillais pour Sigma. Donc j'arrive là-bas, je me fais accréditer, je commence à suivre les candidats. Et là, je me retrouve dans une petite ville où il y a un meeting qui est organisé par un des candidats, le candidat conservateur, qui en fait, je crois, était de cette ville, où il était maire de cette ville. Et donc, il fait son discours et tu as tous les gens qui soulèvent leur chapeau après. J'ai eu une impression que j'ai toujours, c'est que les Indiens qui étaient là levaient leur chapeau parce qu'ils se sentaient obligés de le faire et non pas pour le suivre parce que le type c'était un enfoiré. C'était l'époque où tu avais, et on n'en a parlé que très tard, il y avait le génocide indien qui a duré de nombreuses années, où tu as énormément d'Indiens du Guatemala qui ont été exécutés. Et ça continuait quand j'y étais, puisque j'ai photographié des victimes d'escadrons de la mort qu'ils laissaient dans des voitures abandonnées et détruites sur le bord de la route. Donc quelque part, ça me laisse un goût un peu amer. Ce qui est intéressant, bien sûr, dans la photo, c'est les chapeaux. J'adore les chapeaux, photographier les chapeaux. Mais derrière, il y a un message, et il y a un message qui est caché.
c'est un petit village qui vient d'être libéré de la guérilla. Il vient d'être libéré par l'armée de la guérilla. Et j'ai eu accès dans ce village en hélicoptère avec le frère du président de la République, qui était un général des plus importants au Guatemala. Donc on arrive dans ce petit village, quand je dis on était plusieurs journalistes, et puis d'un seul coup, il y a ce soldat qui arrive avec ce prisonnier, et la corde au cou, c'était déjà vachement symbolique, et le général qui était pas loin dit « Ne vous inquiétez pas, il aura la vie sauve ». 3 ans plus tard, je suis à Paris, et j'ai un coup de téléphone d'une ONG basée à Lausanne, des droits de l'homme. Et il y avait des gens de sa famille qui étaient en exil, comme il y en a eu beaucoup au Mexique, et qui avaient vu cette photo parue au Mexique. Et le message était « Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu ?» Bien sûr, je ne savais pas ce qu'il est devenu, mais je pensais qu'il avait été tué. Il y a 1 an et demi, presque, je crois, à Noël, aux alentours de Noël 2024, je reçois un texto sur Instagram. Et en fait, c'était le neveu de ce prisonnier, son neveu qui, à l'époque, avait 1 an. Et donc, il est venu me voir, je lui ai donné la photo, et il m'a dit « Mais oui, bien sûr, il a été tué. » Mais pour la première fois, donc plus de 40 ans après avoir pris la photo, j'ai eu le nom de ce prisonnier. C'est ça. Ce qui est d'extraordinaire, c'est la force de la photo, la force de l'image. Les images, elles se baladent, et puis de temps en temps, elles sont réceptionnées par des gens et qui te donnent des détails ou qui sont sensibles, et puis ça leur rappelle quelque chose. Mais là, c'est complètement fou. Ce prisonnier a eu une identité dans mon histoire. 40 ans après. 40 ans après. Moi, ça m'interpelle beaucoup. C'est ahurissant. C'est la force de l'image. Du midi est associé à Tony Pitton. La voici. Le numéro 6, c'est Esna, Kazakh de Martin Hulk, un partenaire. Et Esna vient de gagner à Newbury, une stade. Il y avait la guerre civile, donc tous les jours on draguait l'événement. On louait des voitures à plusieurs pour des raisons de sécurité. Donc on se baladait dans tout le Salvador, qui était un petit pays. Mais il y avait aussi des organisations des droits de l'homme qui, tous les matins, faisaient la ronde dans la capitale, à San Salvador, ou autour de San Salvador, à la recherche des personnes qui avaient été exécutées par les escadrons de la mort. Et voilà, le principe, c'est de tuer tout ce qui est opposant et de terrifier la population. La photo dont tu parles, c'est dans un lac, dans un endroit avec un panorama absolument magnifique. Tu vois le lac et puis au loin, tu vois les montagnes. Et puis il y a un cadavre de femme qui flotte, qui est à moitié dénudée et qui est là. C'est terrible. On en a vu beaucoup d'autres. On s'est retrouvés un jour dans un petit village. On suivait l'armée. Ce petit village venait d'être libéré aussi de la guérilla. Et on s'est fait tirer dessus par un guérillero qui protégeait la fuite des membres de la guérilla. Et c'est là qu'Olivier Rebaud, qui était un photographe français qui travaillait pour Newsweek, s'est fait blesser. Juste à côté de moi, j'étais dans le champ de tir très peu de temps avant, et j'ai vu, comme dans les westerns, tu vois la fumée des balles qui touchent le sol. Et quand il y a une rafale, la dernière balle a atteint Olivier, a traversé son gilet pare-balles, et il est mort 15 jours après, des suites de ses blessures. Donc c'était dangereux. Mais pour moi, c'était un moment extraordinaire, parce que d'abord, on était loin de Paris, on était loin des sources de l'agence, et on était libre de faire ce qu'on voulait. Toujours, on avait des garanties de magazines américains qui passaient par l'agence, et on était, d'une certaine manière, un peu au centre du monde de l'actualité. Tu savais que le pays était en lutte, on allait derrière les gens, c'est-à-dire qu'on partageait vraiment leurs opinions. Donc on n'était pas tout à fait neutre, j'étais pas tout à fait neutre là. J'ai pu aller dans des endroits très stressés, mais j'y suis allé parce que j'étais pas le seul. J'avais pas envie d'y aller, mais il fallait y aller.
je me suis retrouvé seul en allant rejoindre un groupe de photographes. J'étais seul dans la voiture de location. J'ai eu un petit problème avec la voiture et je me suis retrouvé entouré de mecs qui avaient des têtes patibulaires, qui étaient armés et qui sans doute faisaient partie de ces escadrons de la mort. Et là, j'ai réussi à partir relativement vite, je ne me souviens pas comment, mais j'étais très très mal à l'aise. Parce que tu n'as personne pour te protéger. Quand on est plusieurs, tu as la protection du nombre. Et là, tu te retrouves seul. Putain, il n'y a pas de règle fixe. Il n'y a pas de règle. C'est au jour le jour, à la minute, tu vois. Tu arrives. C'est pour ça qu'on travaillait à plusieurs, qu'on était à plusieurs, parce que c'est pour une raison de sécurité. En fait, je suivais la guerre de l'intérieur. J'avais eu l'autorisation d'aller sur le front. Et puis, quand je suis arrivé avec mon fixeur, on nous a dit de rentrer à Stepanakert, qu'on ne pouvait pas rester. Et quelque part, c'était mieux, parce que quand tu photographies un conflit, quand tu es sur le front, tu as toujours les mêmes photos. J'exagère en disant ça. Et le photographier de l'intérieur, je pouvais avoir une image qui était qui collait plus à la réalité, à savoir les gens, à savoir les funérailles, à savoir aller dans les hôpitaux, rentrer dans les hôpitaux, voir les blessés, etc. Là, l'image dont tu me parles, effectivement, c'est dans un cimetière à Stepanakert. Tu as un enterrement d'un soldat, puis tu as toutes les femmes qui sont autour, et puis tu as ce type qui arrive et qui joue du violon, et qui faisait ça systématiquement pour les enterrements. Et c'était très beau, c'était vraiment très 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 beau. Et après avoir joué pour l'enterrement de cet officier, je crois que c'était un jeune officier, il est parti se balader entre les différentes tombes et il a continué à jouer. C'est la musique, et dans toutes les guerres, il y a eu toujours un moment où la musique est rentrée. Alors moi, j'ai le piano en Tchétchénie. Il y a eu à l'ouverture du mur de Berlin, je l'ai loupé, mais il y a eu un violoniste très célèbre qui est venu jouer. La musique, c'est quelque chose de très, très, très important. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de musique dans le monde pour adoucir un peu plus les mœurs des hommes. L'année suivante, tu repars en Israël, oui. Et tu as cette image de femme. Et apparemment, elle était assez importante pour toi. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'était la première fois, ou la deuxième fois, je crois, qu'il y avait ces réunions de rescapés de la Shoah. Et elle est très symbolique parce que tu as cette femme qui me sourit au milieu de plusieurs personnes et avec les bras tendus et avec leurs numéros de déportés. Et elle était d'autant plus symbolique que moi, une partie de ma famille a fini à Auschwitz, dont la plus jeune sœur de ma mère qui avait 13 ans, qui a été déportée, et sa mère, ma grand-mère, enfin, etc. Donc quelque part, c'était très, très, très symbolique, mais surtout de voir que la vie reprend le dessus pour les rescapés. Il sourit au photographe que je suis. Tous les rescapés ont raconté quand ils ont pu s'en sortir, ont été filmés. J'ai fait un film moi-même sur la déportation de ma famille. J'ai eu un rescapé qui nous a raconté, quand je l'ai filmé, il s'est mis en tenue de prisonnier, je crois, non, en pyjama. Il s'est mis en pyjama comme pour rappeler les tenues de prisonnier. Donc ils ont quelque chose à raconter, et c'est des moments des fois qui sont très, très impressionnants. J'ai vu dans ton journal qu'à cette occasion-là, tu as fait une rencontre
Là, j'ai rencontré une Américaine. Elle avait des yeux fabuleux, elle avait un sourire extraordinaire. Si tu veux, d'une certaine manière, la photo ou le moment de photographier ces rescapés de la Shoah a été un peu secondaire par rapport à la rencontre que j'ai faite et à ce sourire qui m'a fait craquer, qui aurait fait craquer tout le monde. Comment on gère la vie privée, enfin, la famille, On la gère au jour le jour. Bon, là, il y a beaucoup de femmes qui n'admettent pas parce que d'une certaine manière, tu donnes plus d'importance à ton travail de photographe qu'à ta vie privée. J'avais eu une copine dans le sud de la France qui était absolument géniale, qui était divorcée, qui avait 2 enfants et qui voulait m'épouser, me faire tout de suite un enfant supplémentaire qui aurait sans doute été très beau. Mais j'ai préféré la liberté de pouvoir continuer à voyager plutôt que peut-être que j'avais l'impression que se mettre en ménage avec quelqu'un était une forme de me couperait peut-être finalement de ce qui me plaisait le plus, savoir voyager et aller sur ces événements. Mike, tes lunettes. On peut applaudir l'équipe, bravo à cette équipe gagnante de la salle de lecture Longines. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui voient là. Alors je l'ai fait, hein, j'ai photographié des situations épouvantables. Je pense qu'il fallait les photographier. Il y a toujours cette balance entre témoigner de la chose et... Tout ça, ça dépend de la manière de regarder la photo, la manière dont on la présente. Effectivement, on peut nous traiter de voyeurs, mais je crois que les photographes ne sont pas des voyeurs. C'est qu'à partir du moment où tu couvres l'actualité ou que tu es dans une situation où il se passe quelque chose de terrible, il faut photographier. Ça dépend aussi vraiment de la manière dont c'est présenté et la manière dont c'est regardé. Est-ce que ton parcours t'a fait découvrir des choses sur la nature humaine auxquelles tu ne t'attendais pas ? Oui, je pense la dureté, l'hypocrisie, la violence, la nature humaine, finalement. J'ai le pouvoir, voilà. Il y a une chose dont j'ai horreur, c'est le pouvoir. Il y a, je donne un exemple, un jour, je photographie dans une mairie, je vais pour photographier le maire, mais il y a son assistante qui est sur un bureau, je la photographie et elle me dit « Mais pourquoi vous me photographiez? Je ne suis pas importante. » Et j'ai réfléchi beaucoup à ça après. Et si je photographie beaucoup les gens pas importants, parce qu'ils sont beaucoup plus importants que les gens qui se prétendent importants. Ça, je les aime, mes parents étaient comme ça.